Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Al24 News pour ce nouveau numéro de Face à Zeribi. Ravi de vous retrouver et de retrouver notre éditorialiste Karim Zeribi qui, comme toutes les semaines, analysera et décryptera l'actualité de la semaine. Karim Zeribi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Samira. Et ravi aussi, et bien sûr c'est toujours un plaisir de retrouver et de pouvoir partager ce plateau avec mon collègue Riyad Belkhadi. Bonsoir Riyad. Bonsoir Samira, bonsoir Karim. Et comme vous le savez, Karim, chaque semaine, on va aborder avec vous 3 thématiques qui concernent pour la plupart notre communauté établie à l'étranger. Et ce soir, on va terminer avec un thème un peu plus léger qui, je vais l'avouer, me sied assez. Tout à fait, Riyad. Ce soir, nous avons 3 dossiers au cœur de l'actualité et un fait marquant qui y a fait beaucoup réagir d'ailleurs cette semaine. Et Karim Zeribi nous en parlera et détaillera plus à ce sujet. Donc, nous commencerons par le malaise français autour de la stigmatisation des musulmans. Les propos de la journaliste Nathalie Saint-Cric qui ont, sur un plateau français le 3 décembre dernier, qui ont déclenché une vive réaction. Car il ne s'agit pas, Karim Zeribi, d'un simple dérapage, mais plutôt un révélateur d'un climat politique plus profond en France. Karim Zeribi, d'ailleurs, Riyad nous aidera à décrypter tout cela dans quelques instants. Oui, tout à fait. On abordera également un dossier essentiel, la diaspora franco-algérienne qui vote en France pour ses intérêts, bien évidemment, comme chaque communauté, même si elle fait partie d'un tout dans une société, elle pèse électoralement, si vous l'avez dit la semaine dernière d'ailleurs, mais elle ne se représente pas réellement, c'est-à-dire il n'y a pas de candidat d'origine algérienne ou maghrébi, en tout cas marquant. En parallèle, on observe un autre phénomène de plus en plus fréquent des Algériens qui, peut-être l'appel du cœur, parfois l'appel du président de la République, qui ouvre grand ses bras à la communauté algérienne établie à l'étranger pour venir, pourquoi pas, investir en Algérie. On le voit de plus en plus fréquemment. Tout à fait, Riyad. Et enfin, le 3e sujet de la soirée portera sur la droite républicaine française, survie, recomposition ou disparition. Nous en débattrons également dans quelques instants. Et comme chaque semaine, Riyad, nous clôturons donc l'émission avec la rubrique du fait marquant. Et cette fois, il s'agit du football. Je te laisse en parler. Comme il l'avait dit la semaine dernière, Karim Zeribi, journaliste Avenant Sport Côté. C'est ton domaine. Tout à fait. Hein. Moi, j'ai du mal à me concentrer sur cette émission qui est une émission phare de la chaîne Face à Zeribi. Mais il y a de l'actualité, il y a du foot. Il y a également le tirage au sort. On l'attendait tous. C'était à Washington, au Kennedy Center. Ce tirage au sort en présence des 3 chefs d'État, mexicains, américains et canadiens. Et on sait depuis quelques jours avec qui l'Algérie va jouer. On en parlera en fin d'émission. Pour entrer dans le vif du sujet, Karim Zeribi, donc revenons sur les propos de la journaliste Nathalie Saint-Cric qui ont déclenché une onde de choc cette semaine. Vous l'avez certainement suivi. Ces déclarations ont été jugées stigmatisantes par plusieurs personnalités politiques et même la société civile, et notamment par la mosquée de Paris qui a saisi l'Arcom afin qu'une enquête soit menée sur ces propos. Karim, pour bien comprendre le contexte et le poids de ces mots, nous allons vous montrer un extrait de cette séquence. Vous avez la tablette qui est juste à côté de vous. Regardez attentivement, nous en parlerons juste après. Il y a quand même un certain nombre d'accusations d'antisémitisme autour de votre ancienne famille. Je ne parle pas de vous. Est-ce que ça vous donne... Vous dites pas, écoute, on a eu raison finalement de l'antisémitisme est chose sérieuse. Il existe dans le pays. D'accord, ça existe. Et la quête du vote musulman aussi. Alors déjà, là, je vous reproche, pourquoi vous faites ce lien? Et là-dessus, il y a un débat, chère Nathalie Saint-Cric, qu'on pourrait avoir. Pourquoi, quand je parle d'antisémitisme, vous faites un lien avec la quête du vote musulman? Quel est le rapport? Pensez-vous qu'il y a des gens qui sont antisémites pour aller chercher le vote musulman? Ah oui. Moi, je trouve ça intolérable. Intolérable, c'est pas intolérable. Il y a eu des non, mais les musulmans n'ont pas besoin qu'on leur tienne des propos antisémites pour qu'ils... Non, mais ça peut aider par... Enfin, écoutez... je ne sais pas d'où vient cette idée que pour avoir les musulmans avec soi, il faudrait être antisémite. Karim, à chaud peut-être, quel est votre premier décryptage de ces propos? Car il faut le dire, aujourd'hui, on ne parle plus d'un simple dérapage, ni même d'un symptôme, mais d'un climat politique bien et beaucoup plus profond et qui touche l'ensemble des citoyens français de confession musulmane. Écoutez, quand on regarde cette séquence, c'est effrayant. Effrayant de constater la liberté, je dirais la facilité avec laquelle... on parle de la communauté musulmane dans des termes humiliants, offensants,
Et comme vous l'avez dit très justement, ça n'est pas un dérapage. C'est une essentialisation systémique aujourd'hui en France dans les médias. Lors de tous les débats des chaînes mainstream, info, mais aussi des débats, je dirais, sur des chaînes publiques, on a aujourd'hui des sorties qui ont de quoi nous abasourdir. C'est inquiétant de voir l'évolution du débat public français. La communauté musulmane est un objet aujourd'hui d'obsession. Mais pas un objet d'obsession pour expliquer que l'immense majorité des Français de confession musulmane trouvent leur place à la société, sont fonctionnaires de police, médecins, 23% des militaires français sont de confession musulmane, sur des théâtres de conflit où ils défendent quand même les couleurs françaises, des femmes et des hommes qui, dans la société française, font tourner l'économie française, et la font fonctionner. Non, c'est pas pour ça qu'on aborde la communauté musulmane. C'est pour expliquer que le voile doit être interdit sur la voie publique. Et seulement le voile, aucun autre signe religieux. Que les jeunes de moins de 16 ans ne doivent plus faire le ramadan. Qu'en période de ramadan, il y a une pénurie d'œufs, de farine, d'huile dans les supermarchés. Et à chaque fois, c'est les musulmans qui sont pointés du doigt. Il y a une forme de, je dirais, de fixation donc, sur la communauté musulmane qui, de surcroît dans cette séquence, c'est gravissime, est associé à l'antisémitisme. Nathalie Saint-Cricq dit de manière, je dirais, tout à fait tranquille. Pour les téléspectateurs algériens, expliquez qui est Nathalie Saint-Cricq et c'est le service public français. Ce n'est pas une chaîne privée. Nathalie Saint-Cricq, ça n'est pas une débutante. C'est une journaliste très expérimentée, qui est passée par toutes les strates des services publics, mais qui est passée aussi dans le privé, qui est la maman de Benjamin Duhamel, qui était journaliste à BFM TV et qui est maintenant à France Inter, qui est de la famille des Duhamel que l'on connaît tous dans les médias français. C'est une dynastie, je dirais, de la sphère médiatique française. On pourrait dire effectivement d'un jeune journaliste, il est dépassé par le contexte. On ne peut pas le dire de Nathalie Saint-Cricq. Tout ce que dit Nathalie Saint-Cricq est pensé. Donc là, dans cette séquence, n'est pas par hasard. Et elle le fait prétendument pour attaquer LFI, mais elle se sert de la communauté musulmane. Et ça devient une habitude dans le débat public français. C'est ça qui est gravissime. Donc, oui, vous l'avez dit, l'ARCOM a été saisi. La justice pourrait l'être aussi. Parce que quand on parle d'un vote musulman, je ne sais pas si vous vous rendez compte, un vote musulman, ça veut dire qu'on communautarise les Français de confession musulmane. On n'en parle plus de manière individuelle. Ce ne sont plus des personnes, des femmes, des hommes, qui peuvent avoir, je dirais, des sensibilités politiques différentes. Non, c'est une communauté homogène, hein, sous-entendu dans la pensée, la Oumma, qui, comme un seul homme, donc, voterait, serait antisémite, mettrait à mal la culture française, bouleverserait la démographie donc de ce pays. Enfin, je veux dire, derrière, il y a quand même des images qui sont là pour créer de l'anxiété, de la peur et de la tension dans la communauté nationale française. Les Français de confession musulmane sont français. Et comme les Français de confession juive, catholique ou athée, ils sont français d'abord. Ensuite, ils pratiquent la religion qui est la leur, avec leur libre conscience, en respectant les principes de laïcité. Pourquoi faire une fixation permanente, toujours et encore, sur cette communauté, qui ne demande rien, qui ne revendique rien de différent des autres communautés, mais qui est toujours pointée du doigt, essentialisée, stigmatisée négativement. Ça suffit. Laissez la communauté musulmane tranquille. Le plus inquiétant, Karim, et je crois que Riyad serait d'accord avec moi, est qu'il n'y a pas que Nathalie Sinclair qui en parle. Nous avons suivi au cours de la semaine, n'est-ce pas, Riyad, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe qui a parlé du voile et qui avait dit que ça l'a dérangé de voir une femme portant le voile dans les rues parisiennes, tandis qu'une femme qui enlève son voile en Iran, ça lui fait plaisir. Pourquoi on demanderait la liberté dans des pays où il est obligé, c'est une obligation de porter le voile, on se bat pour la liberté des femmes. Pourquoi la liberté de le porter, pour certaines, serait remise en question en France? En fait, c'est une certaine conception du féminisme, vous savez. En fait, c'est mon féminisme. Ce n'est pas le féminisme que l'on défend. On considère qu'une femme qui porte le foulard va à l'encontre de l'idée qu'on se fait du féminisme. L'idée que je me fais du féminisme, c'est la liberté. C'est laisser une femme se vêtir comme elle l'entend. Et c'est être à ses côtés lorsqu'il y a une obligation de le porter ou de ne pas le porter. En l'occurrence, je suis du côté des femmes en Iran, que l'on oblige à porter le voile.
Je suis du côté des femmes en France que l'on veut obliger à enlever le voile. Je suis avec la même conviction pour la liberté de choix d'une femme. Une femme, ce n'est pas un objet. Une femme, c'est un être qu'il faut respecter. Et je ne comprends pas que dans un pays comme la France, qui se prétend pays des Lumières, on soit dans une obsession, je dirais, aussi forte, quotidienne, permanente, sur les femmes qui portent le voile. C'est certainement un objet de diversion. Comme on ne sait pas répondre je dirais, aux sujets structurants de pouvoir d'achat, de dette sur le plan économique, de problématiques de logement, de chômage, de crise au pluriel, alors il faut effectivement qu'on trouve des sujets de diversion. La femme qui porte le foulard en est un. Mais c'est offensant, parce qu'encore une fois, j'intermine par là. On parle de ces femmes qui portent le foulard, mais on en parle toujours sans elles. On ne leur donne jamais, on ne leur tend jamais le micro. C'est un scandale ce qui est en train de se passer en France avec la communauté musulmane. Mais je pèse mes mots, c'est un scandale. C'est scandaleux la manière dont on apprend la communauté musulmane qui vit en France depuis des décennies, qui trouve sa place, qui est utile au pays, qui le sert, qui le fait rayonner. Mais je ne comprends pas comment certains peuvent aujourd'hui glisser, dériver donc de manière systémique avec les propos que vous venez d'indiquer d'Édouard Philippe. Édouard Philippe, juppéiste de formation, je veux dire une droite qui était républicaine, qui n'a plus grand-chose de républicaine. On va revenir sur les déclarations de Nathalie Saint-Cric, qui, sous le voile d'attaquer un petit peu le discours de la LFI, ce parti dit par l'extrême gauche, l'extrême droite, qui est un parti d'extrême gauche, on voit Nathalie Saint-Cric qui stigmatise la communauté musulmane. C'est-à-dire que pour draguer l'électorat musulman, il faut avoir un discours antisémite ou raciste. Ça veut dire qu'on veut complètement faire disparaître cette communauté musulmane qui, à la limite, ne doit plus voter, ne doit plus exister. Mais le raccourci, comme vous le dites et vous le soulignez très justement, d'une communauté musulmane qui serait de facto antisémite, mais est totalement scandaleux, inacceptable. Il faut aller sur le terrain juridique. Il faut attaquer ces propos. Je veux dire, on est dans l'illégalité la plus totale. Je dirais, et c'est une honte absolue que sur des médias français, on accepte cela. Ça passe comme une lettre à la poste. Je veux dire, aujourd'hui, il y a une alliance objective entre ceux qui soutiennent le génocide en Israël et ceux qui voteront pour l'extrême droite aux prochaines élections présidentielles. Il y a une alliance objective. Pourquoi ? Qui est la cible de cette alliance ? Qui sont les ennemis de ces extrêmes ? Parce que en Israël, le gouvernement qui provoque un génocide est un gouvernement d'extrême droite. En France, aujourd'hui, les propos tenus par Nathalie Saint-Cric sont dignes de l'extrême droite. Cette alliance objective aujourd'hui est une alliance contre les musulmans, contre les Français de confession musulmane, contre l'islam, pour aller créer une forme de choc des civilisations. Il y aurait une civilisation judéo-chrétienne qui s'opposerait à la civilisation musulmane. Que nenni, il n'y a pas de civilisation judéo-chrétienne. Les chrétiens ont persécuté les juifs tout au long de l'histoire. Comment, de fait, il y aurait une civilisation judéo-chrétienne ? Comme si les chrétiens avaient protégé les juifs. Je suis désolé, on est à l'encontre de l'histoire. On est dans une forme de révisionnisme. Il n'y a pas de culture judéo-chrétienne. Il y a une histoire, une culture juive, une histoire, une culture, une civilisation chrétienne, il y a une civilisation islamique. Et effectivement, on peut évoquer ces civilisations qui, à un moment donné, se sont rencontrées, se sont croisées, parfois se sont confrontées, oui. Mais dans l'histoire de l'humanité, les Juifs ont souvent, la plupart du temps, été protégés par les musulmans. Et je pense à cette période, effectivement, de l'Espagne andalouse, où les Juifs étaient protégés par les musulmans. Et lorsque les musulmans donc n'étaient plus, je dirais, en situation de domination dans cette Europe andalouse, les Juifs ont été persécutés. Et les Juifs ont été abrités, protégés au Maghreb. Donc c'est scandaleux de ne pas avoir une lecture de l'histoire qui soit juste, qui soit vraie. En fait, on est en train de se raconter, je dirais, un scénario pour créer encore une fois un choc des civilisations, une confrontation. En fait, on veut faire de la Palestine un sujet religieux et pas un sujet de colonisation politique, territoriale. On veut faire de la communauté nationale française une communauté fracturée, donc où il faudrait monter les uns contre les autres. En fait, ils sont dans le choc, ils sont dans la confrontation, ils sont dans une forme de relation de violence
avec les musulmans. Or, les musulmans aujourd'hui ne revendiquent rien. Qui veut créer ce conflit avec les musulmans? Qui veut cette guerre entre Français et musulmans, entre chrétiens et musulmans? À l'échelle internationale, il y a une alliance, je viens de le dire et je le répète à ceux qui nous écoutent, entre, je dirais, les sionistes génocidaires. Donc, il y a aujourd'hui un gouvernement d'extrême droite, donc messianique, à la tête d'Israël, qui commet un génocide. Aujourd'hui, il y a une alliance avec l'extrême droite française. Et de facto, il y a sous-jacent un soutien des médias français donc, à l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite française. Donc un soutien direct avec le gouvernement génocidaire. Et tout ça aujourd'hui trouve une cible, trouve un adversaire, les musulmans, l'islam. Et d'ailleurs, je vais vous dire les propos de Nathalie Saint-Cric. J'emploie une expression qu'ils utilisent toujours, mais il faut l'utiliser à dessein. Mais une cible derrière chaque musulman français. Ils sont en train de mettre une cible derrière les musulmans français. Et on voit de plus en plus de femmes se faire attaquer parce qu'elles portent le foulard. Une dernière femme, là, dans l'actualité, s'est faite attaquer en allant chercher son fils à l'école. Elle porte le foulard. Défigurée. On voit des croix gammées, des attaques permanentes sur les mosquées, donc, avec des dégradations. On voit pour des recrutements de jeunes, pour des emplois, des jeunes diplômés, je dirais, propres sur eux, comme dit l'expression, donc exemplaires, portent une petite barbichette. On leur demande, est-ce que vous faites le ramadan? Dans un entretien de recrutement pour intégrer un emploi. C'est du jamais vu en France. C'est du jamais vu. On nous explique effectivement... Il y a un humoriste qui a une petite barbe sur France Inter, qui n'a pas fait 2 chroniques, et il s'est fait virer. Il s'est fait virer. Il s'est fait virer. C'était son emploi. Donc vous acquiescez et vous donnez effectivement de l'eau à mon moulin. Et j'en termine en vous disant qu'on nous parle matin, midi et soir des principes de laïcité, mais lorsqu'il y a des crèches dans les municipalités, vous ne verrez jamais un musulman s'indigner. Ça ne dérange pas les musulmans qu'il y ait des crèches. Parce que les musulmans sont très ouverts et tolérants et considèrent qu'une crèche dans une municipalité ne les gêne pas, ne les dérange pas. Ils acceptent que dans un pays qui s'appelle la France, avec des principes de laïcité, il y ait une antériorité chrétienne qui fait qu'on peut mettre une crèche dans une municipalité. Or, c'est contraire au principe de laïcité. Vous avez des associations musulmanes qui pourraient monter au créneau, au nom du droit. Elles ne le font jamais. Est-ce que c'est des dérapages incontrôlés ou contrôlés? Est-ce qu'on ne drague pas un peu l'électorat d'extrême droite parce qu'on a peur d'être un peu trop au centre et perdre des voix, comme le fait par exemple lui quand il attaque les femmes voilées et comme il dit et il répond en disant que la colonisation n'est pas un crime? Pour certains, effectivement, on va draguer un électorat. Il y a 11 millions aujourd'hui de Français qui votent Rassemblement national donc aux dernières échéances. Donc certains se disent qu'il faut aller chercher des parts de marché électorales. Donc pour aller chercher des parts de marché électorales, il faut parler comme le RN, utiliser les mêmes arguments que le RN. Le RN, c'est un parti antisémite à sa création. C'est devenu un parti islamophobe qui a fait une alliance avec l'extrême droite israélienne. Donc aujourd'hui, ils ont mis les juifs de côté pour s'attaquer aux musulmans. Une fois que l'affaire des musulmans sera réglée, ils reviendront à l'antisémitisme, qui est leur ADN intrinsèque. Donc, et là, les juifs font fausse route. Pour ceux qui pensent qu'ils vont s'abriter derrière le RN. Les juifs font fausse route, les sionistes non, c'est une stratégie. Et je vous rappelle quand même que Zemmour, à l'élection présidentielle, a fait des scores ahurissants en Israël, sur les Français franco-israéliens installés en Israël. Il a explosé tous les compteurs. C'est inquiétant de voir que la communauté juive est capable d'aller voter pour un logiciel d'extrême droite, en oubliant l'histoire, pour une majorité d'entre eux. Donc c'est inquiétant de voir le CRIF versé dans une forme de discours extrémiste à l'égard des musulmans. La réalité, c'est que s'ils combattaient réellement l'extrémisme, l'islamisme, le terrorisme, il n'y aurait aucun problème. Les musulmans sont les premières victimes du terrorisme dans le monde. Les musulmans sont les premières victimes de l'islamisme parce que ça dévoile leur religion. Mais il est inacceptable de faire des raccourcis entre islam musulman, islamistes et terroristes. Inacceptable. Or, ces raccourcis sont fréquents dans les débats publics français. Je dirais, c'est même une habitude qui s'ancre et qui s'instaure dans le débat politico-médiatique français. Et là, on ne peut pas ne rien faire. Et donc, on a 2 arguments possibles, c'est aller débattre, dire qui nous sommes, jouer notre rôle de citoyen, et il faut que nous le fassions, plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Et là, vous avez parlé de la Grande Mosquée de Paris qui a saisi l'Arcom.
peut-être qu'ils ont entendu notre message dans une autre émission où on parlait d'absence de représentativité, de Pour être entendu, représentation nous le sommes, je vous des rassure. musulmans. Voilà. Donc, et je salue effectivement l'initiative du recteur de la Grande Mosquée, Shamseddine Hafiz, d'avoir saisi l'ARCOM. Et je l'invite à aller encore plus loin. Donc, et à faire en sorte qu'il y ait des porte-paroles de cette communauté qui aillent dans les médias parler de l'islam et des musulmans. Il faut qu'ils le fassent. Donc, dans l'esprit républicain qui nous caractérise. Et puis de l'autre côté, donc, il faut effectivement que ce poids électoral de cette communauté musulmane, donc pas de manière homogène, parce que vous avez des musulmans de droite, de gauche, du centre, comme tous les autres citoyennes et citoyens. Nous laisser entendre qu'ils seraient tous, je dirais, LFI, là aussi, c'est un leurre, c'est un mensonge, c'est une instrumentalisation, c'est de la propagande. Vous avez aujourd'hui des musulmans qui sont libéraux, d'autres plus conservateurs, d'autres dans une situation, je dirais, plus de lutte des classes, d'autres qui vivent dans les quartiers populaires, d'autres qui vivent dans les quartiers plus privilégiés. Ce n'est pas un électorat homogène. Nous faire croire qu'il y a... Vous avez certainement entendu cette expression ignoble, le vote arabo-musulman. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si on parlait d'un vote juif en France, mais ce serait la catastrophe. Je veux dire, c'est Hiroshima. Si demain, il y avait quelqu'un sur un plateau télé qui disait « le vote juif », mais tout de suite, l'émission s'arrête. Tout de suite, l'émission s'arrête. Il est poursuivi, traduit devant les tribunaux. Nous, on dit tranquillement, dans les télés françaises, aujourd'hui, dans les médias français, le vote arabo-musulman. Il est comme si, il est comme ça. Il faut que cette impunité s'arrête quand même. Je veux terminer par là, que ceux qui nous écoutent ne se trompent pas. Il y a une coalition aujourd'hui, objective, entre l'extrême droite israélienne, messianique, génocidaire, qui ne représente pas les Juifs dans le monde, qui ne représente pas l'ensemble des Israéliens. Énormément de Juifs sont contre ce gouvernement génocidaire. Énormément d'Israéliens manifestent contre ce gouvernement. Donc nous, on ne nous prendra jamais au jeu de l'essentialisation. Nous savons faire la part des choses. Nous savons faire preuve de nuance et de discernement. Il y a un gouvernement en place génocidaire. C'est Netanyahou, Ben-Gvir, Smotrich. Donc ce sont des gens qui doivent être traduits devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Il y a aujourd'hui une alliance objective entre ces gens-là et l'extrême droite française. Une extrême droite qui n'est plus confinée donc, à l'idéologie que nous connaissions par le passé. Une extrême droite qui est en train de faire tache d'huile et qui est en train d'amener sur son terrain des éditorialistes, de manière très surprenante et très déroutante. Des hommes et des femmes politiques qui étaient plutôt dans une droite républicaine et qui versent vers une droite extrême, qui se radicalisent. Et ce sont ces gens-là qui vont nous parler de communautarisme toute la journée, de radicalisation des musulmans. Qui aujourd'hui pousse au communautarisme? Si ce n'est eux qui essentialisent toute une communauté et qui n'en parlent plus de manière individuelle, de manière, je dirais, personnelle. Non. Quand on parle du musulman, on parle de la communauté musulmane. On ne parle pas d'un citoyen ou d'une citoyenne musulmane. Quand on parle aujourd'hui des musulmans, on parle d'antisémitisme tout de suite. Quand on parle des musulmans, on parle tout de suite d'entorse à la laïcité. Quand on parle des musulmans, on parle tout de suite d'incompatibilité avec la République. Je ne sais pas si vous imaginez, donc, dans l'inconscient des Français, la manière dont on diabolise, on criminalise la communauté musulmane. Stop, ça suffit. Les musulmans aspirent qu'à une seule chose, et ce sera mon dernier mot, à vivre dans l'indifférence la plus totale, à être banalisés. Oubliez les musulmans, considérez comme des citoyennes et citoyennes, considérez-les comme tels. Si certains fautent, ils doivent être, je dirais, traduits devant la justice comme tout autre citoyen. Pas plus, pas moins, mais n'essentialisez pas cette communauté. Parce que ça va à l'encontre des principes de laïcité et des valeurs de la République. Vous faites mal à la République française quand vous faites ça. C'est le message que j'envoie à ces éditorialistes. C'est le message que j'envoie à ces femmes et ces hommes politiques qui n'étaient pas d'extrême droite, mais qui le deviennent. Alors voilà, cette thématique a pris pratiquement tout le temps de cette première partie. On arrive à la fin de cette première partie, c'est-à-dire à la moitié de l'émission. On se retrouve, Karim Zeribi, Samira, dans quelques instants, juste après ça. Bienvenue dans cette deuxième partie. Alors, on va continuer cette émission avec le deuxième sujet.
on parlait dans la première partie de l'islamophobie et certaines personnes qui choisissent de se replier, de se désengager, d'autres explorent des voies différentes, tournant leurs énergies et leurs compétences vers de nouvelles opportunités. Karim Zeribi, vous avez certainement, vous qui êtes fondateur du Conseil mondial de la diaspora, vous avez certainement entendu parler du brain gain, un retour d'expertise. On parle souvent de fuite des cerveaux, mais ce qui se passe depuis 4 ou 5 ans, c'est l'effet inverse, retour des ingénieurs, des médecins, des chercheurs et des entrepreneurs qui veulent contribuer, peut-être ponctuellement ou durablement. Comment, ou peut-être quel facteur clé explique ce mouvement? Écoutez, je ne peux m'empêcher de faire de lien entre le premier sujet et celui-là, donc indéniablement. Lors de ce premier sujet qui a démontré que l'islamophobie prenait une place considérable dans le débat politico-médiatique français, de fait, l'air devient irrespirable pour une composante de la société française, qui sont les Français de confession musulmane. Et dans ces Français de confession musulmane, il y a notre diaspora, qui pour l'immense majorité d'entre elles pratique la religion musulmane, en tout cas, et je dirais d'essence musulmane, pour l'immense majorité d'entre elles. Cette communauté aujourd'hui, elle estime que son avenir est menacé. On parle souvent de ces juifs qui font l'Alia et qui retournent vivre en Israël. Mais je pense qu'on devrait se pencher sur le cas de la communauté musulmane française et de la communauté franco-algérienne, qui aujourd'hui ne trouve plus sa place dans la société française. Plus sa place comme elle pouvait le faire il y a quelques années encore. Parce que cette communauté, elle est pointée du doigt. Non seulement parce qu'effectivement, il y a un délit de faciès en France, il y a un délit de patronyme, il y a un délit d'appartenance à la religion, et il y a de surcroît des tensions entre la France et l'Algérie. Ça fait beaucoup pour cette diaspora. Et l'air devenant irrespirable, elle essaye d'aller chercher un peu d'oxygène ailleurs. On les a vus partir outre-Manche, on les a vus partir outre-Atlantique. Certains sont partis en Grande-Bretagne, d'autres aux États-Unis, d'autres au Canada, d'autres au Moyen-Orient, dans les pays du Golfe, à Doha, où je me suis rendu récemment, j'ai vu une communauté algérienne très importante. Il y a un retour au pays. Il y a un retour aux racines. Il y a un retour parce qu'il y a des opportunités que cette diaspora perçoit, parce qu'il y a des appels répétés. Donc, ça fait 6 ans que le président Tebboune dirige la destinée du pays, et le président n'a cessé de faire appel, je dirais, à cette diaspora, en expliquant que la communauté nationale devait se vivre, je dirais, de manière une et indivisible, avec les Algériens d'Algérie et les Algériens de l'étranger. Et ces appels ont été concomitants avec des évolutions législatives sur le plan entrepreneurial, en matière d'investissement. Et quand vous avez une diaspora qui est formée, qui est en attente de trouver sa place dans la société, et qui de fait se sent bloquée, frappée par ce qu'on appelle le plafond de verre en France, donc subissant le racisme, l'islamophobie, les discriminations, lorsqu'il y a une fenêtre qui est proposée par le président Tebboune, en direct, qui lance des appels à cette diaspora, à tous les enfants de l'Algérie. Et quand vous avez un cadre législatif qui s'y prête, donc le Code de l'investissement 2022, donc la loi sur le foncier disponible 2023, donc la facilitation pour créer des entreprises avec une digitalisation qui de plus en plus prend je dirais, de la place dans la vie économique et sociale algérienne, quand vous avez un secrétariat d'État aux Algériens de l'étranger qui intègre un gouvernement, chose nouvelle, c'est revenu. On avait connu ça dans le passé, ça avait disparu. Le président a renommé un secrétaire d'État donc dans le gouvernement algérien. Quand vous avez, je dirais, cette addition d'indicateurs positifs, donc de feux qui se mettent au vert, ben vous vous dites finalement, mon avenir est peut-être dans un retour au pays de mes parents, de mes grands-parents, avec des opportunités économiques extraordinaires. Donc l'Algérie aujourd'hui est un pays où beaucoup de choses sont à faire. Beaucoup de choses sont faites, mais beaucoup de choses sont à faire, parce que c'est un jeune pays, l'Algérie. Donc, et comme chacun le sait, l'esprit entrepreneurial trouve sa place dans un pays qui est le plus grand pays d'Afrique, le 10e plus grand pays au monde, qui a des ressources naturelles, un sol, un sous-sol, donc une terre arable, des paysages fantastiques et des ressources humaines.
Et c'est là où intervient la diaspora avec les Algériens de l'Algérie. Donc cette forme de cohésion nationale donc, qui trouve sa place et qui doit permettre le développement économique de l'Algérie, avec de l'investissement, de l'entrepreneuriat. Vous avez aujourd'hui 1,5 milliard de transferts financiers, 1,5 milliard de dollars, donc de transferts financiers chaque année de la diaspora vers le pays d'origine. Donc, on a une diaspora qui contribue. On a une diaspora qui contribue aussi avec des fonds d'investissement. Il y a eu un ministère des startups qui a été créé et qui, là aussi, soutient les initiatives de la jeunesse algérienne dans les nouvelles technologies. Ben, on a des membres de la diaspora qui investissent dans ces startups, qui misent sur ces startups, parce que la jeunesse algérienne, ben, elle était ingénieuse, créative, donc, sur le plan des nouvelles technologies. Et donc, il y a un avenir aussi dans ce domaine-là. Justement, pour comprendre un peu cette nouvelle mécanique de notre diaspora, vous parliez de l'Algérie qui est, en tout cas aux yeux de notre diaspora, comme une terre d'opportunités économiques. Est-ce que c'est, comme on a parlé en première partie, de ce malaise, de ce racisme qui n'est plus latent, mais qui est là, présent, qui est systémique. Qui est systémique. Est-ce que ce n'est pas une garantie un petit peu de se dire, je rentre au pays parce que je vais m'épanouir personnellement, je vais être apaisé et pouvoir également garantir l'avenir de mes enfants? Quand je vous dis, Riyad, que l'air devient irrespirable, vous êtes, je dirais, sur ce terrain-là quand vous dites ce que vous dites. C'est-à-dire que je ne subirai pas le racisme en Algérie. Je ne subirai pas l'islamophobie en Algérie. Je vais pouvoir pratiquer ma religion donc, dans le respect d'autrui, des lois, des règles, mais je ne serai pas pointé du doigt. Je pourrai apporter mes compétences. J'ai été formé, et donc l'Algérie est en plein développement, est un pays émergent, donc est un pays leader sur le continent africain. On a un continent africain qui se réveille, et dans ce contexte-là, oui, la diaspora estime qu'elle peut trouver sa place de manière, je dirais, épanouissante. Le terme est important, de manière harmonieuse. Et puis vous savez, il y a des sujets que l'on n'a pas évoqués, mais même dans le modèle éducatif aujourd'hui français, européen, il y a des inquiétudes. Quand vous êtes parfois sur la théorie du genre et que vous dites à des enfants en bas âge dans l'école républicaine française, est-ce que tu es sûr que tu es un petit garçon, est-ce que tu n'es pas une petite fille? Quand on a cette forme de délire, là, moi j'appelle ça des délires, pardonnez-moi, donc c'est mon côté un peu conservateur là, qui ressort. Donc, moi, la famille a du sens pour moi. Je veux dire, on ne bouleverse pas les enfants avec de telles questions. Donc on les laisse tranquilles grandir, émerger. Après, chacun fera les choix qu'il fait dans sa vie. Je ne remonte pas là-dedans. Mais on ne focalise pas sur un enfant comme on le fait parfois en France. Et là, il y en a qui ont été choqués, qui se sont dit, c'est plus en adéquation avec mes convictions. Et là aussi, il y a un enjeu fort et important, l'enjeu éducatif pour les enfants. Et c'est là où l'Algérie, avec tout ce qui a été engagé par le président Tebboune et son gouvernement, ses gouvernements successifs, c'est là où l'Algérie doit poursuivre l'accélération. Il faut poursuivre l'accélération qui a été entamée au cours de ces 6 dernières années. L'accélération, c'est quoi? C'est un système de santé qui doit permettre effectivement de répondre aux besoins, aux attentes des Algériens et de la diaspora. C'est un système éducatif, là encore une fois, qui doit toujours et encore aller vers l'excellence. C'est, je dirais, une suradministration allégée, une digitalisation qui doit prendre toujours et encore plus de place. Et derrière, il y a une annonce qui a été faite dernièrement. Je regarderai ça de plus près et nous en parlerons, j'espère, lors d'une prochaine émission. Mais il sera peut-être possible de créer une société, une entreprise en Algérie de l'étranger. C'est-à-dire que de France, nous, membres de la diaspora, nous pourrons, grâce à l'outil digital, créer une entreprise en Algérie. Fabuleux. Fabuleux. Et puis, j'en termine, il faut donner de la cohérence à nos émissions. Qu'est-ce que nous avons évoqué comme fait marquant la semaine dernière? L'arrivée de la BEA, International Bank, à Paris, à Marseille. Ça aussi, c'est un outil facilitateur pour investir, entreprendre en Algérie. Une banque basée en France, donc de droit français, capitaux algériens, qui peut accueillir la diaspora, l'aider à formuler des projets économiques, et l'accompagner dans ce cheminement vers l'Algérie. Donc oui, il y a aujourd'hui une appétence de la diaspora vers un retour au pays d'origine. Donc tout ça doit être organisé, accompagné, conseillé. C'est aussi ce que fait le Conseil mondial de la diaspora algérienne avec beaucoup d'humilité, mais de détermination aussi.
Très bien. Au-delà de l'économie, Karim Zeribi, cette diaspora, on la sent unie et très très attachée à son pays, l'Algérie. Pourtant, certaines organisations classées terroristes, je citerai entre autres le MAC, tentent de diviser. Écoutez, vous me parlez d'une organisation qui est insignifiante. Ils ne représentent qu'eux-mêmes. On a 3 chats là, qui se rencontrent, qui ne sont pas du tout représentatifs des Algériens de l'étranger, de la diaspora, et encore moins des Algériens d'Algérie. Je veux dire, vous êtes en train de me parler de... Moi, j'ai des origines kabyles, donc par ma mère. Les Kabyles sont des Algériens, à part entière, patriotes. Il le rappelle à chaque occasion. Il le rappelle à chaque fois qu'il est bon de le rappeler. Mais ces gens-là, ils ont manifesté avec le gouvernement génocidaire de Netanyahou, avec les soutiens de ce gouvernement génocidaire. Vous parlez d'Algériens, là? Ils ne sont pas des Algériens. Ils n'ont rien d'Algérien. Donc, ne perdons pas de temps avec ces gens-là. Non, mais ce que vous voulez dire, Samira, c'est que notre diaspora, même si elle veut parfois, parce qu'elle ne se sent pas à l'aise en France, revenir, vivre et investir en Algérie, là-bas, sur place, et comme elle va souvent, et à chaque fois elle manifeste l'unité de la patrie et l'unité du peuple. Bien sûr, elle manifeste, et je vais vous dire, les périodes de tension, donc récemment, qui, de mon point de vue, durent plus qu'elles ne le devraient, entre la France et l'Algérie, n'ont fait que cimenter la diaspora. Quand vous êtes membre de la diaspora, quand vous êtes franco-algérien, quand on attaque injustement l'Algérie comme on l'a attaqué, ben vous vous sentez attaqué. C'est vous qu'on attaque. C'est une part de vous-même qu'on en attaque. Et on pourrait le dire pour un franco-portugais, pour un franco-arménien, on pourrait le dire pour toutes les autres diasporas. Et on accepte que les autres diasporas soient sensibles au traitement de leur pays d'origine. Donc il faut qu'ils acceptent que nous le soyons pour notre pays d'origine. Nous sommes sensibles quand l'Algérie est pointée du doigt injustement, quand l'Algérie est attaquée, quand les mots qui sont destinés à l'Algérie ne sont pas des mots de respect. Oui, nous sommes sensibles. Oui, nous revendiquons une diplomatie du respect. Oui, nous revendiquons une diplomatie, je dirais, gagnant-gagnant, d'égal à égal, parce que nous sommes franco-algériens. Et en tant que franco-algériens, nous voulons être un pont là où certains veulent ériger des murs. Et nous voulons être un pont en étant partie prenante de la communauté nationale française. Il n'y a pas de tabou à dire ça. Nous sommes partie prenante de la communauté nationale française. N'en déplaise à certains. Mais nous sommes aussi partie prenante de la communauté nationale algérienne. Une communauté unie, soudée. Mais il n'y a pas de division. Et il n'y en aura pas. Parce qu'on a une forme de patriotisme algérien donc, qui est là, qui est fort. Un amour du drapeau. Mais encore une fois, qui ne fait pas de nous des anti-français ou des traîtres à la France. Nous avons une double identité. Cette double identité, il faut que nous l'assumions, sans complexe. Et dans cette double identité, il y a l'Algérie. Et il y a l'Algérie et tout ce qu'elle représente dans ses composantes. Et l'Algérie aujourd'hui, elle est forte de la diversité de ses régions. Je le dis, je le répète. Moi qui ai des origines chaouis et des origines kabyles, je suis algérien. Avec un papa né à Skikda, de surcroît, les Algériens, et des gens comme moi, qui ne sont pas aujourd'hui des régionalistes, j'allais dire exacerbés, mais qui sont des gens qui aiment l'Algérie pour ce qu'elle est dans toute sa diversité, dans toute son unité, dans toute sa souveraineté. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut entendre. Donc avançons. Il y a une dynamique, il faut qu'on l'accompagne avec les Algériens d'Algérie et les Algériens de l'étranger dont nous faisons partie. Et pour preuve, Karim Riyad, d'ailleurs, la diaspora prévoit de sortir demain et de se rassembler à Paris pour dire non à toutes ces organisations et pour affirmer d'ailleurs, Riyad, que l'Algérie est unie et indivisible. Et elle le restera toujours. On va passer à la troisième partie et la dernière partie de l'émission. Tout à fait. On parlera donc de, Karim Zeribi, on parlera de la droite républicaine qui autrefois était le pilier de la vie politique, qui traverse aujourd'hui une crise majeure. Peut-on peut-être aujourd'hui parler d'un courant identifiable ou assistons-nous à une fragmentation durable? On assiste à une décomposition de la droite républicaine. Le terme est fort, mais il convient à la situation. Une décomposition. C'est-à-dire que la droite républicaine est en train de disparaître totalement du spectre politique français. Quand vous passez du général de Gaulle à Bruno Retailleau, pardonnez-moi, c'est effrayant. Le général de Gaulle qui a une vision, posture égalienne, donc
une dimension internationale, une forme d'humanisme aussi, dont il a su faire état pour défendre la souveraineté de la France. Et un Bruno Retailleau qui porte l'idée d'une France étriquée, rabougrie, accompagné de qui? Des Vauquier, accompagné de qui? Des Ciotti. Mais pardonnez-moi, quelle tristesse! Cette droite, elle est en train de se décomposer, elle est dans une forme d'extrémisation qui court derrière le Rassemblement national. Donc ça veut dire qu'on a une droite républicaine qui disparaît pour devenir une droite extrême qui sera, j'ai envie de dire, un pendant de l'extrême droite, donc une force d'appoint de l'extrême droite, mais qui ne porte plus rien dans la société française. Pas de projet républicain, pas d'idéal républicain, aucune alternative au macronisme dont personne ne sait ce que c'est. Je veux dire, on va sortir de 10 ans de Macron, on nous avait vanté le macronisme, le en même temps, finalement, c'est pas le en même temps, c'est le nini, c'est le néant. Voilà, donc, le en même temps de Macron, c'est le néant, donc sur le plan du logiciel politique. Et on a une France qui est dans une situation très mauvaise. Et donc, dans ce contexte-là, on aurait eu besoin d'une droite républicaine, forte, solide, incarnée. Il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Cette décomposition va amener et appeler à sa disparition. C'est triste, parce que nous avions à l'époque un parti socialiste et un parti de la droite républicaine solide, qui était, j'allais dire, un peu dans une forme d'alternance, les piliers de la vie politique française. Mais encore une fois, ni le Parti socialiste et ni les républicains ne peuvent aujourd'hui incarner une alternative en France sérieuse et crédible. Donc on a une vie politique française qui est en train presque de s'effondrer au profit de l'extrême droite qui est en train de guetter le pouvoir, tels des charognards, tels des vautours, derrière une France malade, une France abîmée, une France, je dirais, à genoux, par une mauvaise gestion des macronistes et par une absence d'alternative à gauche. Alors, il y a LFI qui pourrait représenter une alternative. Il y a peut-être quelques personnalités d'ici un an et demi qui peuvent émerger. Certains parlent de Dominique de Villepin, voir s'il est capable de créer une dynamique, une équipe. Il a un discours républicain, mais il n'a pas un gros parti. Il est trop seul. Voilà. Il est trop seul. De l'extérieur, il donne l'impression d'être un peu l'homme providentiel, qui a un rendez-vous avec l'histoire. Je pense qu'il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, qu'il faut incarner une dynamique. Dominique de Villepin, s'il annonçait aux Français qu'il revenait dans la vie politique pour faire un mandat, et pas pour s'installer dans la vie politique, en faisant monter une génération, des quadras, des quinquas, à l'image de la France d'aujourd'hui. Ça veut dire des Français d'origine très différente. S'ils portaient un projet vraiment républicain, puissant, avec une doctrine, on va dire, social-libérale, qui permette l'émergence d'une économie à nouveau florissante, libérer les énergies, mais en même temps travailler sur des services publics forts, et avec une voix de la France dans le monde retrouvée, une voix juste, sur les théâtres de conflit. On parle de la Palestine et du Moyen-Orient, où la France n'a pas été au rendez-vous. On parle de la manière dont les rapports de force se reconfigurent, sortir de l'emprise américaine, avoir une Europe qui retrouve une forme de souveraineté et d'indépendance, et un Sud global qui serait respecté, Sud global auquel l'Algérie peut appartenir, bien que je l'ai déjà dit dans cette émission, l'Algérie n'appartient à aucun bloc, l'Algérie est un pôle. Qui peut autant travailler, commercer avec le Sud global qu'avec l'Europe, qu'avec les États-Unis, qu'avec l'Asie. Donc l'Algérie est un pôle, de par son positionnement géostratégique, géopolitique. Donc ça, il faut bien le rappeler. Voilà, donc on arrive à la fin de la troisième thématique de cette semaine. Karim Zeribi, on arrive au fait marquant de la semaine, un sujet un peu plus léger, et donc ce sera foot ce soir. Et bien sûr, Riyad, comme tu viens de le dire, pour clôturer cette édition, on s'intéresse aujourd'hui au sport, plus exactement au foot, Karim Zeribi, qui reste un vecteur puissant de fierté et d'unité pour les Algériens, et que ce soit ici au pays et même dans la diaspora. Karim, la Coupe du Monde 2026 réserve un tirage fascinant. L'Algérie affrontera l'Argentine tenant du titre, et puis elle affrontera l'Autriche, une revanche peut-être 44 ans après 1982. Alors on parle au football ce soir, et quand on parle au football, on parle,
je dirais, on embrasse l'ensemble du peuple algérien, quel qu'il soit. Parce que le football, c'est un phénomène social, identitaire, c'est un marqueur, je dirais, fort à la fois de l'histoire algérienne. N'oublions pas l'équipe du FLN en 1958, qui a vu des joueurs professionnels quitter leur club, notamment en France, pour aller jouer plus de 80 matchs pour défendre et faire parler de la cause algérienne, donc en pleine révolution, en pleine guerre. Ces footballeurs-là sont allés militer, défendre la cause algérienne. Donc ça, c'est un marqueur fort. Qui est en lien avec l'indépendance de l'Algérie. Et ce marqueur fort, mais il n'a cessé de s'ancrer dans la société algérienne, avec, je dirais, des époques glorieuses du football algérien. Cette passion, elle est en lien avec notre patriotisme. Donc, et vous voyez parfois, dans les stades où ne joue pas l'équipe d'Algérie, toujours un drapeau algérien. C'est une caractéristique algérienne. Notre conception du football est patriotique. C'est un élément d'unité, le football. Fédérateur. J'étais à Doha il y a quelques heures, j'ai vu notre équipe nationale jouer la Coupe arabe. Et de manière brillante, dans un stade au Qatar, on a l'impression que nous étions en Algérie. La ferveur des Algériens. Vous la sentez, la ferveur. C'est énorme. Le football est un marqueur de notre identité. Et moi, je me souviens avoir grandi avec des Coupes du Monde qui m'ont marqué. Mais qui m'ont marqué. Je veux dire, j'ai été footballeur. Beaucoup ne le savent pas. Peu de gens le savent. Hein. Oui. De haut niveau. Hein. Oui, j'ai fait sport-études, centre de formation, stagiaire pro, quelques matchs en pro. Et une blessure m'a empêché de poursuivre ma carrière. Mais j'avais cette passion, comme tout Algérien. Je veux dire, et j'ai suivi, je continue de suivre notre équipe nationale, notre équipe B, parce qu'en Coupe arabe, c'est notre équipe B avec Majid Bouguera, le sélectionneur, qui fait un travail remarquable, un homme de qualité, mais un sélectionneur remarquable, un football de qualité, je me suis régalé. Et derrière, on a la CAN, qui va arriver, la Coupe d'Afrique, et on a la Coupe du Monde. Et en Coupe du Monde, on est dans la poule du champion du monde sortant. L'Argentine. Alors vous avez pensé quoi du tirage au sort? Vous avez assisté, vous avez pensé quoi des équipes qu'on a tirées, notamment Écoute, l'Argentine, Autriche, Jordanie, on pourrait se dire il y a une place pour l'Algérie, à l'évidence. Je pense que la Jordanie est tout à fait à notre portée, l'Autriche aussi, et on peut créer une surprise face à l'Argentine. En tout cas, ne pas perdre. On a des joueurs de qualité. On a à la fois des jeunes et à la fois des cadres de qualité. Mahrez va jouer sa dernière Coupe du Monde en tant que capitaine, mais on a une pépinière derrière. La diaspora contribue depuis toujours fortement à l'équipe nationale. Le premier joueur d'ailleurs qui fait partie de la diaspora et qui a intégré l'équipe nationale, c'est en 82. Avant 82, c'est Nordin Korici, stopper. Nordin Korici, qui a joué à Lille, qui a joué dans le nord de la France. Qui a joué à Bordeaux avec Tigana, Giresse à l'époque, la grande équipe de Bordeaux à l'époque. Exactement. Donc c'était le premier. Et puis derrière, ça a ouvert la voie à de nombreux joueurs. L'équipe de 82 était fabuleuse. Est-ce que vous connaissez certains joueurs de l'équipe 82 ? Et je peux vous citer toute l'équipe. Allez-y. Ah, mais ne me prenez pas à ce jeu. Donc Riyad, vous allez être déçus. Serba dans les buts, Merzekan de côté, Gendouzi Korici, charnière centrale, Abdallah Légion ou Mansouri de l'autre côté, Fergani, capitaine milieu de terrain, Mustapha Daleb, Belloumi, donc Assad, Madjer, Zidane, donc le trio d'attaque. Donc on a fait un match fabuleux contre l'Allemagne. On s'est fait voler dans ce match arrangé entre l'Allemagne et l'Autriche. Donc on a une équipe fabuleuse. Et sur le banc, on avait des gens comme Karim Maroc, donc grand footballeur, très talentueux. Vous me pensez peut-être pour Tlemceni, qui nous regarde ? Djamel, oui. Qui a été élu plusieurs fois meilleur joueur du championnat en France. Alors Djamel Tlemceni, j'ai une histoire particulière, c'est marrant que Riyad me pose la question, on n'en a pas parlé, je promets aux téléspectateurs. Ça lui fera plaisir. J'étais au centre de formation du FC Rouen, en Normandie, donc j'étais un jeune, j'avais 15 ans, au centre de formation du FC Rouen, et il jouait en pro au FC Rouen. De Djamel Tlemceni. Et il venait de temps en temps me voir à l'entraînement, Djamel, parce que j'étais algérien comme lui, et toujours un petit encouragement, un petit tape sur l'épaule. Et moi, quand j'allais le voir jouer en première division, j'étais dans les tribunes avec tous les gens du centre de formation, et j'étais fier de voir ce numéro 10. Talentueux, technique, fabuleux joueur, qui a fait des matchs, mais tonitruant, un talent. Je pense que Djamel aurait pu faire une carrière donc bien plus importante encore. Et puis,
J'ai parlé de Belloumi, Lakhdar Belloumi, qui joue à Mascara, qui était un joueur fabuleux. Et permettez-moi, je transmets un petit bonjour à un ami à moi qui a été président de Mascara, qui s'appelle Kouider. Pour lui, Belloumi est le meilleur joueur de tous les temps algérien. Bon, je pense que ça se discute avec Madjer, ça se discute avec Moustapha Darleb, ça se discute avec d'autres joueurs, Mahrez. Enfin, on a de très bons joueurs. Je vais laisser Samira poser la dernière question sur le football. Comme ça, Non, je te laisse, journaliste avenant qui était en sport, comme l'avait dit lors du dernier numéro Karim Zeribi, je te laisse finir sur ça. Alors, on a parlé du Qatar, qui a utilisé le sport, le football, les compétitions comme soft power. Est-ce que cette équipe nationale et cet étendard Algérie qu'on voit un peu partout n'est pas une force pour le pays, cette équipe de football, que ce soit les A' ou les A d'ailleurs, hein, ce sera ma dernière question. C'est une force, c'est un élément d'unité, de rassemblement, de fierté. Donc, nos équipes nationales, on le voit, les joueurs ne portent pas le maillot de l'équipe nationale, contrairement à certaines sélections pour l'argent. Ils le portent pour l'amour du maillot, pour la fierté de dire j'ai été international algérien, j'ai représenté l'Algérie dans une compétition internationale, et que ce soit la Coupe arabe, la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde, tous les joueurs sont très émus avant de rentrer sur le terrain. Quand ils entendent l'hymne national chanté à tue-tête par le public algérien, donc avec le cœur, ce sont des moments d'émotion forts. Moi qui étais footballeur, je me dis qu'à un moment donné, effectivement, porter le maillot de l'équipe nationale, c'est quelque chose d'immense. Vous pouvez jouer dans les plus grands clubs du monde, comme Mahrez, qui a joué à Manchester City, il y en a d'autres qui ont joué dans les grands clubs et tout. Porter le maillot de l'équipe nationale, c'est une émotion particulière. Ce sera le mot de la fin. Le foot Tout à fait. a ça de magique, c'est de rendre une population extrêmement heureuse. D'ailleurs, Riyad, on sent l'émotion de Karim quand il parle du foot et aussi de sa fierté quand il parle de l'Algérie. C'est d'ailleurs ainsi que nous arrivons à la fin de ce 3e numéro de Face à Zeribi, avec toujours autant d'exigences et de franchise. Merci beaucoup, Karim Zeribi. Je vous remercie à tous les deux. Je prends beaucoup de plaisir à faire cette émission. Je sais que vous la préparez avec beaucoup d'attention, de minutie. Vous êtes deux grands professionnels. C'est une fierté aussi pour moi de travailler avec vous. Merci beaucoup. Merci à toi aussi, Merci Riyad. Samira, merci Karim, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous samedi prochain à 21h. Excellente soirée.